sans plus tarder, j'ai le plaisir de recevoir Madame Hala Benjelloun. Madame Hala Benjelloun, que je vous demande d'accueillir, chef de la division de l'information et de la communication au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Je vous en prie, Madame Hala Benjelloun, restez à côté de moi. Plusieurs facteurs internes et externes peuvent malheureusement prendre en otage les avancées sur le plan des chantiers, des projets à connotation sociale. On va tout à l'heure évoquer la question de la viabilité financière, d'ailleurs, dans le deuxième panel. Mais maintenant, je donne donc la parole à Madame Hala Benjelloun, qui va nous faire une petite présentation sur les différentes avancées. Je vous en prie, Madame Hala Benjelloun. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Donc, en premier lieu, je suis ravie d'être parmi vous. Et je vous transmets les salutations de Monsieur le Ministre qui souhaite plein de succès à cette rencontre. Je crois que Boutaina il a un peu dressé le tableau global de la protection sociale et les différents projets qui sont en cours. Je crois qu'elle a abordé aussi lors de son intervention l'importance d'avoir un système de santé solide, capable de gérer tout ça, créer le besoin sans avoir un système qui est capable de gérer aussi d'effectifs ne peut pas être l'intérêt final. C'est vraiment que les patients soient pris en charge dans les meilleures conditions. On va voir. De toute façon, en démarrage, bien sûr, le projet de généralisation de protection sociale, c'est un projet royal. Je tenais vraiment d'insister sur ce cadrage global. Et c'est un projet aussi qui a été mené au-delà. Il est suivi par tous les éléments nécessaires. C'est-à-dire qu'il y a la volonté politique nécessaire, c'est à travers l'utilisation et le respect des cadres des lois, le nouveau modèle de développement et aussi le programme gouvernemental, sans oublier qu'en matière de santé quand même, c'est un objectif d'atteindre les objectifs de développement durable et c'est un des objectifs essentiels. Je ne peux pas parler de refonte et parler de ce projet grandiose sans évoquer aussi l'expérience de Covid-19. Je crois que l'expérience de Covid-19, là où les systèmes de santé ont été mis à l'épreuve à l'échelle internationale, mais pour nous au Maroc, c'était essentiel et ce qu'on peut dire, c'est que pour nous c'était une expérience et aussi une leçon apprise. Pas mal de challenges qui ont été surmontés lors de cette Covid avec un système qui était en difficulté et pourtant le Maroc il a pu réaliser pas mal de projets et pas mal de réalisations contrairement à d'autres pays voisins. Et dans le même sens, il faut savoir qu'on a pu capitaliser quand même et juger quand même quelques chiffres intéressants dans une vision qui ressort et que la finalité surtout, c'est cette refonte du système qui est liée et l'objectif, c'est d'accompagner le projet royal de la généralisation de la protection sociale. Comme on sait quand même qu'à travers, il y a une nette amélioration des chiffres puisqu'on est arrivé quand même pour les établissements de santé primaires, on est arrivé quand même à 2985 comparé à 360 des années de 1960. La même chose pour les hôpitaux publics, sans oublier l'offre privée, puisqu'on parle des cliniques privées, quand même on a une nette amélioration et les cabinets de consultation. On ne peut pas passer des projets phares qui rentrent dans les éléments de la refonte, c'est l'élaboration des CHU qu'on va aborder en fin de présentation, qui sont en cours ou qui sont programmés. Dans le même contexte, quand on parle d'établissement de structure, on ne peut pas oublier et nier l'autre problématique majeure, qui est la pénurie en ressources humaines. Et il faut savoir que, malgré tous les efforts, on est à 53 478, tous cadres confondus, avec une majorité dans les services déconcentrés, mais il faut savoir que le déficit, il est énorme. On reste quand même déficitaire de 32 000 médecins et de 65 000 infirmiers, qui n'est pas rien. Donc c'est pour cela que cette réforme vient avec beaucoup d'objectifs où, Inch'Allah, ils seront réalisables. Donc, comme on remarque ici que la densité médicale, quand même, elle est à 0,7 pour 1000 habitants. L'objectif, d'ici la fin de l'année, est d'arriver à 2,3 pour 1000 habitants. Et d'ici 2030, quand même, on veut arriver à un objectif de 4,2 pour atteindre les recommandations de l'OMS. On a parlé de structure, on a parlé de ressources humaines. L'argent parle aussi. Hein. Tout à fait, c'est aussi le nerf de la guerre. Exact. N'est-ce pas? Mais en tout cas, comme on a dit, il y a une volonté politique et je crois que Boutaina il a mis l'accent sur ça. Je crois qu'on travaille actuellement en équipe et on se voit en famille, quels que soient les départements concernés. Le pilotage se fait, les différents départements sont impliqués et il y a une mobilisation de fonds. Il y aura encore plus de mobilisation de fonds, mais quand même, le listogramme ici il montre clairement qu'il y a une volonté, il y a une augmentation de budget pour atteindre les objectifs estampés.
Je voudrais quand même à travers ce diapo de montrer un peu les différentes dépenses et aussi de mettre l'accent sur un point important. De toute façon, l'hôpital public, comme vous voyez, ne prend pas beaucoup d'élan, on est seulement à 22% fait les éléments et le maximum qui est pris, c'est à travers soit les médicaments ou les cliniques et les cabinets privés. Mais c'est bien à savoir que l'orientation accrue de l'AMO vers l'offre de soins de privé, on couvre au niveau des établissements principalement les Ramédis qui sont maintenant l'AMO solidaire, donc la majorité ils sont au niveau du privé. Et maintenant, cette généralisation qui permet d'ouverture aussi l'AMO solidaire au privé comme au public, et ça rentre dans le droit de l'homme aussi, d'avoir l'accès à quel que soit, et avoir une assurance maladie, et avoir accès aux services de santé, quelle que soit sa priorité et son choix. Ça nous met aussi la barre haute parce que l'État doit travailler sur ces structures et créer de la concurrence pour que ça soit dans les mêmes calibres que le privé. Donc le Covid nous a aidés, il y avait des structures, on avait mené, mais il ne faut pas nier que le bilan il est là. On a des principaux défis à surmonter, on a une pénurie aiguë de ressources humaines comme j'ai soulevé à travers des chiffres très parlants. Il y a une insuffisance de finances des dépenses qu'on est en train d'y remédier. Il y a la transition démographique, le niveau de l'offre de soins qui reste avec une répartition qui est inéquitable au niveau des territoires marocains, la qualité de services de santé, l'émergence de nouvelles maladies, la gouvernance aussi des systèmes de santé. Mais grâce à la volonté de Sidna Laïnsro et grâce à la volonté aussi de toute et la volonté politique qui existe, la refonte du système, c'est une refonte qui est venue pas sur la forme, mais aussi sur le fond. Et ça, ce qui est intéressant, parce qu'on est en train vraiment de trouver des solutions de fond. C'est pas comme des choses qui sont ponctuelles, mais on est en train de travailler sur le durée. Donc c'est pour cela le loi cadre numéro 622 relative au système de santé, avec les différents, en tout cas ces parties prises ou ces principes directeurs, je ne vais pas m'attarder dessus pour aller dans le vif du sujet. Donc les 4 piliers de la refonte, c'est aussi simple. Il y a un gros souci de gouvernance. Donc un des piliers phares, c'est la gouvernance et améliorer la gouvernance existante à différents éléments, puisqu'on ne parle d'une gouvernance, elle ne peut pas être une gouvernance premièrement nationale. Donc c'est une gouvernance qui vise une décentralisation très très avancée, parce qu'on est conscient dans le niveau de la cartographie épidémiologique de santé, chaque région elle a sa propre spécificité, chaque région elle est capable de gérer ses propres maladies et ses propres priorités, sans oublier que chaque région elle aura la capacité de recruter, de faire des conventions, de trouver des solutions. Donc on décentralise plus pour effectivement avoir des solutions alternatives locales. Aussi, dans le cadre de la gouvernance, on va voir les différentes agences quand elles vont être créées et bien sûr l'amélioration de l'offre de soins, la partie ressources humaines, et c'était voulu de faire intégrer ou de ressortir un pilier spécialement, puisque d'où la conscience du ministère de la Santé de l'importance de ce volet et des défis et les challenges qu'on va affronter. Et une bonne gouvernance ne peut être faite qu'à travers un système de santé informatisé, généralisé. Dans le même contexte, donc on a parlé de gouvernance, j'avais parlé des GST et de la décentralisation avancée, mais avant ça, il y a ce qu'on appelle l'AAS, la Haute Autorité Sanitaire, et l'objectif vraiment d'avoir une structure indépendante, capable de gérer tous les projets et qui va assurer la pérennité des projets et des politiques en santé. Sans oublier que le comité scientifique qui va y accéder avec les différents pilotages et avoir vraiment de l'intégralité et l'autonomie par rapport au ministère de la Santé. Donc il y avait pas mal d'objectifs. Dans le même contexte, comme j'ai dit, la GST, la décentralisation avancée. Donc ça, c'est un élément phare. Et pour nous, on est en train de tabler parce que pour nous, c'est important d'aller vers ce point qui va résoudre beaucoup de problèmes. Aussi, la création des agences. Et ces créations des agences, pourquoi c'est intéressant? Premièrement, l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé est l'une des agences qui est les plus importantes. Comme vous savez, au niveau du Covid-19 et l'expérience de Covid-19, une des volontés de Sidna Laïnsro, c'est vraiment d'aller vers une souveraineté médicamenteuse complète. Et on ne peut le faire qu'à travers une agence dédiée avec les compétences et les prérogatives en plus élargies. L'Agence nationale de sang et de ses dérivés, le sang est un don rare, pas mal de problématiques. Il faut avoir vraiment une agence qui est capable de gérer le besoin au niveau national et c'est un élément phare pour nous. Sans bien sûr, quand on parle d'une décentralisation avancée, d'une AS qui va gérer toute politique de santé avec les différentes agences,
ça reconduit à un point essentiel qu'il faut une réorganisation de l'administration publique. Notre pilier, notre challenge, les ressources humaines, mais quand même, il y a pas mal d'idées, pas mal d'éléments. Le projet de la valorisation de ressources humaines, déjà, on va travailler, on a parlé de GST. Qui dit GST, on a parlé en parallèle de la fonction sanitaire. On ne parlera plus pour les groupes GST de la fonction publique. On parlera plutôt de la fonction sanitaire, qui nous permet d'avoir déjà pour le personnel un salaire minimum, un salaire avec un salaire supplément de rendement qui est lié au rendement, et ce qui va créer vraiment une motivation, sans oublier qu'au niveau de chaque région, on a l'élément de recrutement, l'élément 2, notre politique que chaque région sera menée par son université, la faculté des infirmiers et aussi son CHU pour le stage, ce qui va donner que les étudiants et les HADA vont travailler dans un même écosystème et le recrutement va se faire au niveau régional pour éviter. Il y a même un texte de loi qui a été revu pour les médecins exerçant à l'étranger ou qui ont étudié à l'étranger, qui ont la possibilité de travailler au Maroc. Et on a ouvert dans le cadre de la GST la possibilité aussi de contractualisation avec le privé et renforcer le partenariat public-privé. In fine, les ressources sont là, mais comme on a dit, l'ouverture de privé-public rend la compétitivité plus élevée. Et un des projets où Saïd Taleb travaille avec vraiment acharnement, c'est de relever l'infrastructure et que les structures sanitaires doivent répondre aux normes. Donc tous les établissements de soins de santé primaires ou hôpitaux vont être rénovés pour qu'ils soient répondre aux normes. Et aussi, les hôpitaux qui n'existent pas dans une région, ils vont être construits. Sans oublier les CHU, puisqu'on a dit que chaque région sera dotée de son CHU. Et aussi, on va mettre en place un système d'accréditation d'établissements pour créer de la compétitivité et pour que ça soit normalisé. À la fin, la mise en place d'un système de santé national intégré, c'est un des, d'un pilier phare du ministère de la Santé. Et je crois que Saïd Taleb, il est déjà connu par ça, parce que dans le CHU de Fès, c'est un des éléments phares. Et là, on travaille avec un système d'informatique intégré. C'est un système qui permet d'avoir une connectivité entre le centre de santé, l'hôpital provincial ou le CHU. Et ça permet que le patient ne peut pas se déplacer avec des papiers et tout. Il peut tout simplement, là où il a l'accès à son dossier médical. Ça facilite parce que c'est un dossier médical qui englobe tout l'historique de son passage, ses analyses, ses radios, ses bilans, aussi ses rapports de médecins et aussi ses actes médicaux ou paramédicaux. Donc, pour continuer, quelques points. La volonté politique, elle est là. C'est un droit, donc on n'est pas en train de faire de la charité pour la population. L'essentiel, vraiment, d'avoir un impact politique sur les programmes et promouvoir l'accès. Et le but final de tout le gouvernement, c'est de soulager les ménages dans les dépenses directes qui sont très importantes et on est conscient. Et merci pour votre attention.